Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue chez Taxville. Tout d'abord, je suis Yves Verding, je suis le directeur fiscal de BNP Paribas Fortis. Je suis flamand, donc d'ores et déjà mes excuses pour mon français qui n'est pas toujours à point, mais néanmoins, j'espère d'être un peu compréhensible. Donc, le but aujourd'hui, c'est de parcourir avec vous quelques mesures fiscales, pas toutes, quelques mesures fiscales qui ont été prises par le gouvernement pour aider les entreprises de parcourir la crise pandémique. Commençons par la réserve de reconstitution pour les sociétés. Cette réserve avait déjà été introduite au Parlement il y a 6 mois, mais comme le Conseil d'État n'a pas émis son avis, ça a été enlevé d'un projet de loi et finalement elle est arrivée dans une loi de décembre 2020. Quel est le but de cette réserve de reconstitution? Eh bien, c'est de permettre aux sociétés de récupérer leur solvabilité. Et comment? En exonérant des profits futurs, des profits relatifs à l'exercice d'imposition 2022, 2023 et 2024. Donc ici, on parle bel et bien d'une exonération des bénéfices à venir pour permettre à la société de récupérer la solvabilité dont elle disposait avant la crise COVID-19. Donc, c'est une réserve qui va permettre d'exonérer les bénéfices de 3 exercices d'imposition, 2022, 2023, 2024. La clôture des comptes n'a aucune relevance sur les exercices d'imposition qui sont d'importance. Et cette mesure vaut tant pour les grandes et les petites entreprises, grands et petits. Quel est le montant maximal qu'on peut doter à une réserve de reconstitution? Eh bien, c'est la perte d'exploitation de l'exercice comptable qui a été clôturé en 2022 avec un maximum plafond de 20 millions d'euros. Donc, ce n'est pas la perte fiscale de 2020 exercice comptable, non, c'est la perte d'exploitation. Autrement dit, une société qui n'a pas une perte d'exploitation pour 2020 ne peut pas constituer une réserve de reconstitution. Donc, si, par exemple, la clôture de l'exercice se fait au 30 juin 2020 et si lors de sa clôture, il n'y a pas de perte d'exploitation du tout, cette réserve de reconstitution ne peut pas être constituée par cette entreprise-là. Sauf pour les sociétés qui clôturent leurs comptes entre le 1er janvier 2020 et le 12 mars 2021, pour cette société, on va regarder la perte d'exploitation de l'exercice comptable qui a clôturé en 2021. Parce que ces sociétés clôturent leurs comptes avant le premier lockdown du gouvernement. En ce qui me concerne, opinion personnelle d'ailleurs, le fait qu'on arrête le 12 mars 2020, pour moi, ce n'est pas du tout raisonnable. Pourquoi pas? Supposons que nous avons une société qui clôture ce compte le 31 mars 2020. 31 mars, donc ça veut dire que dans cet exercice comptable, il n'y a que 2 semaines, les 2 premières semaines du premier lockdown, eh bien, il est très probable qu'une société qui clôture le 31 mars 2020 n'a pas de perte d'exploitation parce qu'elle est tout au bout de son exercice comptable. Si elle n'a pas de perte d'exploitation, elle ne peut pas constituer une réserve de reconstitution. Donc, c'est un peu dommage qu'on s'arrête là, mais bon, la loi est claire. Une perte d'exploitation, donc, n'est pas une perte fiscale. D'ailleurs, si une société a et une perte d'exploitation pour 2020 et une perte fiscale, elle peut combiner les 2 mesures. Donc, elle peut constituer une réserve de reconstitution pour les années à venir et elle peut reporter la perte fiscale également. Mais ici, on parle bel et bien de la perte d'exploitation telle qu'elle figure dans les comptes annuels de la société. C'est tout en bas de cette slide-là, c'est le code 9901 des comptes annuels perte d'exploitation. Et le montant qui figure dans ce code-là, c'est le montant qu'on peut pour les années à venir doter dans une réserve de reconstitution. Comment faut-il voir les choses? Donc, supposons que la société a affiché une perte d'exploitation pour l'exercice comptable qui clôture par hypothèse le 31 du 12 2020, une perte d'exploitation de 125 000 euros. Eh bien, elle a 3 exercices d'imposition 2022, 2023, 2024, ces 3 exercices, elle a le temps pour constituer une réserve exonérée d'un montant total de 125 000 euros. Mais par exercice d'imposition, il y a une limite au montant qu'on peut doter à la réserve de reconstitution. Par période imposable, l'exonération est limitée
au montant des bénéfices imposables réservés de la période imposable en cours. Ce qui veut dire qu'on peut donc au maximum exonérer le mouvement des réserves taxables pour les années à venir 2022, 2023, 2024. Donc, ce qui veut dire que pour les années à venir, les 3 exercices d'imposition à venir, on ne peut pas effacer l'intégralité du profit fiscal via la réserve de reconstitution, non uniquement le mouvement des réserves taxables. Donc, les dépenses non admises seront toujours taxées dans la société pour ces années à venir, sauf évidemment si la société a d'autres charges ou des pertes fiscales ou que sais-je pour compenser évidemment. Donc, uniquement le mouvement des réserves taxables peut être réduit à 0 via la réserve de reconstitution. Mais ça veut aussi dire, mesdames et messieurs, qu'il est possible d'avoir une société qui ne sera pas en mesure de comptabiliser l'entièreté de sa perte d'exploitation dans une réserve de reconstitution parce que, par exemple, elle n'a pas suffisamment de mouvement des réserves taxables pour les 3 exercices d'imposition à venir. Donc, pour concrétiser ça, supposons que nous avons notre société avec une perte d'exploitation pour 2020 de 125 000 €. Et supposons que cette société, pour l'exercice d'imposition 2022, elle n'a que des réserves taxables, le mouvement de 10 000 €. Eh bien, pour exercice d'imposition 2022, la réserve de reconstitution s'élève au maximum à 10 000 €. 2023, 70 000, 2024, 20 000. Donc, au total, la société ne peut que constituer une réserve de reconstitution de 100 000 € alors qu'elle a bel et bien subi une perte d'exploitation de 125 000 €. Donc, voilà les conséquences de cette limite par année. Il y a des catégories de sociétés qui sont d'office exclues du champ d'application d'une réserve de reconstitution. Évidemment, à part les sociétés qui n'ont pas de perte d'exploitation pour 2020. Premièrement, chaque société qui, entre le 12 mars 2020 et la date à laquelle elle rentre la déclaration impôt des sociétés dans laquelle elle a constitué une réserve de reconstitution, a quand même acté une réduction de capital, a fait un rachat d'actions propres, a distribué un dividende ou a fait toute autre diminution ou distribution de capitaux propres. Donc, ceci est une condition préalable pour pouvoir constituer une réserve de reconstitution, c'est-à-dire aucun dividende, aucun capital, aucune diminution des fonds propres jusqu'au moment où vous avez rentré la déclaration impôt des sociétés pour l'année dans laquelle vous avez constitué la réserve de reconstitution. S'il y a quand même eu un dividende entre-temps, avant l'entrée de cette déclaration fiscale, la société ne peut pas constituer, exonérer une réserve de reconstitution. Donc, jusqu'à ce moment-là. Ce qui est compréhensible, ce cas d'exclusion. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous dire, la réserve de reconstitution a pour but de récupérer la solvabilité des sociétés. Alors que, par contre, ça veut dire que s'il y a quand même une société qui distribue des dividendes, apparemment, elle n'a donc pas de problème de solvabilité et donc il n'y a aucune raison pour laquelle elle peut exonérer une réserve de reconstitution. Donc, c'est une condition préalable pour pouvoir comptabiliser une réserve de reconstitution. En plus des sociétés qui bénéficient d'un régime fiscal favorable, comme des sociétés immobilières réglementées, sont exclues. Également, les sociétés qui pouvaient être considérées comme des entreprises en difficulté au 18 mars 2020. Si une société est oui ou non en difficulté, il ne faut pas faire l'analyse vous-même parce qu'une société, une entreprise en difficulté est définie dans la loi fiscale elle-même. Et ce sont donc 5 catégories de sociétés. Premièrement, ce sont des sociétés pour lesquelles il y a déjà eu une demande de faillite. Deuxièmement, une société pour laquelle il y a déjà une procédure de réorganisation entamée. Et troisièmement, c'est une société qui est une société dissoute et qui se trouve en liquidation. Donc, sociétés en liquidation ne peuvent pas exonérer une réserve de reconstitution. Quatrièmement, ce sont aussi des entreprises dont, à la suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié de la part fixe du capital social.
C'est la vieille procédure sonnette d'alarme d'ailleurs. Et dernièrement, ce sont des sociétés qui ont reçu des aides qui peuvent être comptables avec des aides de sauvetage et qui n'ont pas encore remboursé ces aides-là. Donc ici, on parle bel et bien d'une définition légale d'une société en difficulté. Donc on ne peut pas négocier avec le contrôleur. Je me demande uniquement comment déterminer si la société a été en difficulté au 18 mars 2020. Parce que faut-il alors prendre un bilan et faire un bilan au 18 mars 2020 pour savoir si l'actif net est déjà réduit à un montant inférieur de la moitié du capital fixe. Il n'y a personne qui le sait, mais c'est juste une chose pratique. Donc, société en difficulté. Ensuite, une réserve reconstitution est une réserve exonérée aussi au sens comptable. Donc, il faut comptabiliser via les charges une réserve exonérée. Donc, il y a la condition d'intangibilité à respecter, ce qui veut dire qu'une réserve de reconstitution est par définition une exonération temporaire et conditionnelle. Comme la constitution se passe via le compte résultat, les bénéfices nets des années à venir, 2022, 2023, 2024, vont être réduits, ce qui veut dire que la société peut donc constituer aussi des réserves de liquidation, mais uniquement après constitution de cette réserve d'exonération. Donc, il y a quand même des avantages en matière de la réserve de liquidation. Et le gouvernement dit qu'il faut donc comptabiliser la réserve de reconstitution dans un compte séparé des réserves immunisées du bilan. Donc, ici, on parle bel et bien d'une réserve au sens comptable, réserve exonérée. Bon. Ensuite, supposons que la société a effectivement fait aucune diminution de ses capitaux propres jusqu'au moment où elle a rentré la déclaration fiscale. Donc, elle avait à juste titre constitué et exonéré une réserve de reconstitution. Maintenant, la loi dit, une fois qu'une société a constitué une réserve de reconstitution, cette réserve devient également taxable si la société, dans les années à venir, fait quand même une réduction de capital, fait une distribution de dividendes ou toute autre distribution des capitaux propres. Donc, tant qu'on veut garder la réserve de reconstitution exonérée, la société ne peut pas non plus dans les années futures réduire ses capitaux propres. Et s'il fait quand même, le montant de la réduction des capitaux propres sera taxable de la réserve de reconstitution. Donc ici, on va vraiment dire, on prend une photo de vos capitaux propres au moment de la constitution de cette réserve et vous ne pouvez jamais baisser, sinon votre réserve de reconstitution devient quand même taxable. Ce qui est quand même une chose très pratique et très difficile à expliquer à un client qu'il peut effectivement exonérer ses profits à venir, mais ça veut dire que le prix à payer, c'est que pour les années à venir, il ne peut plus jamais distribuer de dividendes ou réduire son capital. Donc, diminution des capitaux propres. Du coup, il se posait la question, Monsieur le ministre, et quitte les tantièmes? Parce que la loi dit, vous ne pouvez faire aucune distribution des capitaux propres. Monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer que par distribution des capitaux propres, on vise uniquement les distributions aux actionnaires de la société parce que les fonds propres ne peuvent être distribués qu'aux actionnaires d'une société. Et donc, le paiement des dividendes n'aura pas comme conséquence de ne pas pouvoir constituer une réserve de reconstitution. Est-ce que le paiement des dividendes n'est pas visé par cette mesure anti-abus? Et le ministre, à ma grande surprise d'ailleurs, a dit que l'attribution ou la distribution des dividendes est tout comme la distribution des dividendes, une distribution de profit et donc une diminution des capitaux propres. Donc le paiement des dividendes vous exclut également de la constitution d'une réserve de reconstitution et dans les années à venir aussi que ce montant des tantièmes va devenir taxable comme une partie de vos réserves de reconstitution. Donc, le paiement des tantièmes est également visé, selon le ministre, par cette mesure anti-abus. Ce qui est un peu bizarre, pourquoi? Parce que ni fiscalement, ni dans le droit de société, ni dans le droit comptable d'ailleurs,
une tantième est assimilée à un paiement de dividendes ou une réduction de capital ou une distribution de fonds propres. Le paiement des tantièmes est le paiement de profit de l'année en principe. Donc, techniquement, ce n'est pas une rémunération du capital parce qu'une réduction de capitaux propres ne peut uniquement se faire aux actionnaires alors qu'une tantième peut parfaitement être payée à un dirigeant qui n'est pas actionnaire de la société. Donc, il y a pas mal de criticisme sur cette position du ministre, mais bon, elle est qu'elle est. Donc, soyez prudents. Je dois quand même dire que le ministre est plus sévère que l'administration elle-même, parce qu'ici, c'est la circulaire du 22 septembre 2020 sur le carryback des pertes. Et là, en numéro 15, le fisc a noté la chose suivante. Il a précisé que l'affectation du bénéfice de l'exercice comptable, donc comme les tantièmes, donc sans affecter les capitaux propres, n'est pas un obstacle à l'octroi de l'exonération temporaire. Donc le fisc elle-même est beaucoup plus nuancé que le ministre. L'octroi de tantièmes doit être examiné à la lumière des circonstances de fait, afin de déterminer si elles peuvent être requalifiées à une distribution de dividendes, notamment dans la situation où le dirigeant bénéficiaire est également actionnaire. Donc le fisc dit presque littéralement qu'une tantième ne peut être requalifiée comme une distribution de capitaux propres lorsqu'elle est payée à un dirigeant d'entreprise qui est également actionnaire de la société. Donc, pour une fois que le ministre est plus sévère que son administration, je vous le dis maintenant. Donc, vous ne pouvez acter aucune diminution des capitaux propres dans les années à venir. En plus, la réserve de reconstitution devient également taxable lorsque la société comptabilise dans ses comptes de résultats sous le poste 620 rémunération et autres avantages sociaux directs un montant qui est inférieur à un seuil de 85% du montant qui figurait dans ce compte 620 dans l'année 2019. 2019, mesdames et messieurs, ça veut dire pré-COVID-19. Pré-COVID-19. Donc, cette condition ici, ça pose déjà un problème pour les sociétés qui ont quand même licencié des gens en 2020 parce qu'il faut garder votre coût salarial à au moins 85% du coût salarial pré-COVID, donc en 2019. Comment faut-il voir les choses? Par exemple, ici l'exemple du gouvernement elle-même. Donc, supposons que l'exercice comptable 2019, donc c'est mon année de référence, le poste 620 s'élevait à 100 000 euros. 100 000 euros. Et pour l'exercice comptable 2020, la société acte une perte d'exploitation de, supposons, 200 000 euros, qu'elle met dans une réserve de reconstitution pour exercice comptable 2021, donc exercice d'imposition 2022. Et supposons que pour l'exercice comptable 2022, du coup, le poste 620, rémunération, s'élève seulement à 80 000 euros. 80 000 euros est inférieur à 85% de mon 100 000 de l'exercice comptable 2019. Il y a une différence de 5 000 euros. Et cette différence de 5 000 euros deviendra taxable comme une partie de votre réserve de reconstitution. Même si la société a quand même respecter la condition d'intangibilité, même si la société n'a distribué aucun dividende, c'est par le seul fait que son coût salarial a baissé en dessous de 85% du coût salarial de 2019. Supposons ensuite que pour l'exercice comptable 2023, ce poste 620 baisse encore à un montant de 70 000 euros. C'est encore 10 000 euros inférieur au seuil de l'année précédente et de nouveau 10 000 euros de la réserve de reconstitution devient directement imposable pour l'exercice comptable 2023. Donc certes, la réserve de reconstitution a donc la faculté d'exonérer les profits futurs, mais elle est quand même entourée de pas mal de mesures qui peuvent quand même avoir comme conséquence qu'elle devient assez rapidement de nouveau une réserve taxable. Heureusement, la loi dit qu'une réserve de reconstitution ne peut jamais devenir imposable pour un montant supérieur que le montant pour lequel elle a été exonérée. Donc, supposons que vous avez constitué une réserve de reconstitution pour 50 000 euros et par après, la société distribue un dividende de 80 000 euros. Évidemment, ce n'est pas les 80 000 qui devient taxable, c'est le maximum qui a été exonéré à l'époque, donc les 50 000 euros.
Et il y a encore un relevé à inventer par le fisc pour justifier l'exonération de la réserve de reconstitution. Donc, la réserve de reconstitution est pour chaque société, grande et petite, qui ont subi une perte d'exploitation pour l'exercice comptable et qui clôture en 2020. Que la société soit grande ou petite n'a aucune différence. Il n'y a pas une condition de remploi. C'est uniquement pour compenser, pour remettre votre solvabilité au niveau de solvabilité avant la pandémie, donc en 2019, soi-disant. Réserve de reconstitution. Deuxième sujet pour aujourd'hui, c'est l'exonération des aides régionales. Donc, comme vous savez, les régions ont beaucoup aidé des sociétés avec des primes. Et bien évidemment, le gouvernement a dit, ce n'est pas le but quand même, que nous allons ensuite taxer ces primes-là, ces aides-là, parce que si on taxe ces primes-là, elles deviennent évidemment moins efficaces pour la lutte contre COVID-19. Donc, le grand principe est que les aides régionales doivent être exemptées à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes physiques. Il n'incombe pas au fisc fédéral de taxer des aides régionales, c'est ça plus ou moins le principe. Donc ici, on parle par exemple de la prime flamande et bruxelloise de 4 000 € ou la prime wallonne de 5 000 € en cas de clôture du magasin, par exemple. Donc, le but est quand même de les exempter. Comment? Et premièrement, si le bénéficiaire est une société, la société va bien évidemment comptabiliser les primes comme un produit et elle va exonérer ce produit via sa déclaration à l'impôt des sociétés via une majoration de la situation de début des réserves. Si le bénéficiaire est par contre un entrepreneur personne physique, l'exonération prendra la forme de ne pas déclarer ses primes dans la déclaration IPP. Donc, pour une société, bien évidemment, le fait qu'elle va comptabiliser ses primes comme un produit, qu'elle va ensuite exonérée via la décla, ça veut dire quand même que le montant net de ces primes-là peuvent être ensuite constitué dans une réserve de liquidation et va être très probablement distribué après 5 ans à un précompte mobilier seulement de 5%, cette façon. Mais donc, à l'IPP, il ne faut pas déclarer du tout. Mais le but est quand même de uniquement exonérer les primes régionales. Ce qui pourrait expliquer pourquoi le fisc a dit, mais le droit de passerelle de crise, celle-là, elle n'est pas exonérée. Elle n'est pas exonérée parce qu'elle n'est pas une aide régionale. Donc, le but est quand même, dit le fisc, que le droit de passerelle sera imposable à l'impôt des personnes physiques. Comment? Eh bien, ça dépend de la catégorie de revenus à laquelle appartient le revenu du bénéficiaire. Premièrement, si le bénéficiaire qui a interrompu ses activités dont les revenus sont considérés comme des bénéfices ou des profits, en principe, le droit de passerelle de crise est imposable à titre d'indemnité reçue en compensation d'un acte susceptible d'entraîner une réduction de l'activité professionnelle ou de bénéfices ou de profits. Donc, en principe imposable, mais le fisc reconnaît quand même, évidemment, que la crise COVID-19 est un acte forcé, ce qui aura comme conséquence que le droit de passerelle de crise sera uniquement imposable à un taux de 16,5%, dans la mesure où elle n'excède pas les bénéfices ou profits nets imposables des 4 années précédentes. Si le droit de passerelle de crise dépasse quand même les profits des 4 années précédentes, elle sera imposable au taux d'imposition progressif, le montant qui excède évidemment. Donc 16,5 au taux progressif dès lors qu'elle dépasse la règle de soi-disant 4,4. Si par contre le bénéficiaire touche des rémunérations, eh bien le droit de passerelle de crise sera imposable comme une indemnité en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunération, ce qui veut dire qu'elle sera imposable au taux progressif. Et je dois vous dire, mesdames et messieurs, que le gouvernement a déclaré qu'elle va établir une liste de toutes les aides régionales qui sont susceptibles à être exonérées comme étant une aide dans la crise COVID-19. Et j'attends toujours la liste, mais elle sera certainement publiée à temps, j'espère, et comme ça va certainement vous aider pour une fois voir quelle aide sera exonérée et quelle aide ne le sera pas. Troisièmement, le délai de remploi. Impact COVID-19. Donc, comme vous savez, à l'article 47 du Code fiscal, il est dit que vous pouvez étaler
la taxation de certaines plus-values. Lorsque un montant égal à l'indemnité ou la valeur de réalisation est remploi est réinvesti. On parle des plus-values forcées ou des plus-values volontaires. Oui, plus-values volontaires pour des actifs qui ont la nature d'immobilisation de plus de 5 ans. Il faut que le remploi se fasse dans une période de 3 ans. 3 ans qui est différent entre une plus-value forcée et une plus-value de plein gré, plus-value volontaire. La période de 3 ans pour les plus-values forcées est 3 ans après la période imposable de perception de l'indemnité, alors que pour une plus-value volontaire, c'est 3 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation de la plus-value. Donc, la période est un peu différente entre une plus-value forcée et une plus-value volontaire. Sauf si vous optez pour un réinvestissement dans un immeuble bâti, navire ou aéronef, là vous avez une période de 5 ans qui soit sera une période de 3 ans allongée de 2 ans, premièrement, où vous pouvez laisser commencer votre période de 2 ans avant la période normale de 3 ans. La loi est très sévère parce que la loi dit, à défaut de remploi dans la période prévue, donc dans les délais prévus, l'entièreté de la plus-value devient imposable comme un revenu de la période imposable à laquelle la période de réinvestissement est venue à l'expiration. Donc, c'est l'entièreté de la plus-value qui devient taxable. Donc, c'est une période, c'est une condition de tout ou rien. Donc, vous ne pouvez pas dire « j'ai réinvesti la moitié, donc la moitié de la plus-value sera taxée de façon étalée ». Non, si vous n'avez pas réinvesti jusqu'au dernier euro avant de la fin de la période de réinvestissement, l'entièreté de la plus-value devient taxable, avec des intérêts de retard de 4%. Donc, la loi est très sévère. Question au ministre. Monsieur le ministre, à cause de la pandémie, il y a eu des retards dans la construction des immeubles, parce que pendant 6 semaines au moins, le secteur de la construction a été immobilisé. Donc, il y a des contribuables qui risquent de ne pas atteindre leur réinvestissement dans la période prévue. Est-ce que vous pouvez reconnaître que ce retard est dû à une force majeure et que le délai de réinvestissement peut être allongé, prolongé du délai de remploi? Y a-t-il des directives en ce sens, donc allongées pour la période des travaux de construction qui ont été arrêtés à cause de la pandémie? Force majeure. Et de nouveau, à ma grande surprise, le ministre a dit force majeure, ça figure effectivement dans le code fiscal, mais pas dans l'article 47. Donc, je suis désolé, le délai de remploi ne peut pas être prolongé en cas de force majeure. Pourquoi est-ce que j'étais quand même surpris de la réponse du ministre? Parce qu'il n'y a pas moins que 2 mois avant que le ministre a répondu ça, il y a eu un arrêt du Cour d'appel de Bruxelles qui a dit exactement le contraire. Et la Cour d'appel de Bruxelles a, à juste titre en ce qui me concerne, reconnu que la force majeure est une base générale pour l'exonération en droit fiscal. Elle peut toujours être invoquée, même si force majeure n'est pas prévue expressément dans l'article 47. Donc, la Cour d'appel de Bruxelles a reconfirmé que le délai de remploi de l'article 47 peut être prolongé en cas de force majeure. Force majeure est donc une circonstance exceptionnelle et étrangère à la personne qui l'éprouve, et donc vous pouvez quand même allonger le délai de remploi. Mais le ministre a dit, la force majeure ne peut mener à un prolongement de la période pour le temps nécessaire d'agir, ce qui n'est pas forcément la durée de l'empêchement. Donc le ministre n'a pas été suivi par la Cour d'appel, donc je vous dis ça pour information évidemment, mais il se peut effectivement que vous pouvez invoquer la force majeure. Pas uniquement d'ailleurs pour l'article 47, mais pour tous d'autres délais qui sont prévus dans la loi fiscale. Force majeure peut toujours être invoquée par un contribuable pour prolonger les délais. Ensuite, les primes EEP et PSI. Prime EEP, engagement individuel de pension. Donc, le principe de base est mis dans l'article 52, troisièmement du Code fiscal qui dit « constitue notamment de frais professionnels, des rémunérations du membre des personnels et les cotisations et primes
patronale versée en exécution d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès, un engagement collectif ou individuel complémentaire de retraite ou de survie, de nouveau pour une rente ou capital. Donc ici, on parle des primes d'assurance groupe et les primes pour l'engagement individuel de pension pour les dirigeants d'entreprise. Article 59 dit, écoutez, sont exonérées ces primes-là sous condition que les primes sont versées à une entreprise d'assurance établie dans un État membre de l'espace économique européen et surtout que les prestations légales et extra-légales en cas de retraite exprimées en rente annuelle ne peuvent dépasser 80% de la dernière rémunération brute annuelle normale de l'intéressé. Donc, c'est la fameuse règle de 80% pour laquelle vous demandez chaque année une attestation à l'assureur qui va vous confirmer dans quelle mesure les primes versées respectent la limite de 80%. Comme vous savez, si les primes dépassent la règle de 80%, uniquement la prime qui dépasse le seuil n'est pas déductible, donc qui va constituer une dépense non admise. Mais pour les dirigeants d'entreprise, il y a une autre condition qui est prévue à l'article 195 du Code fiscal qui dit que les dirigeants d'entreprise sont assimilés à des travailleurs pour l'application des dispositions en matière de frais professionnels, mais que les versements d'assurance ne sont toutefois déductibles que dans la mesure où ils se rapportent à des rémunérations qui sont allouées ou attribuées régulièrement et au moins une fois par mois. Donc, c'est la fameuse condition d'une rémunération mensuelle et régulière, avant la fin de la période imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée, et à condition que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de la période. Donc, c'est la condition supplémentaire. Contrairement à la règle de 80%, si ce bénéficiaire, donc si le dirigeant d'entreprise ne reçoit pas une rémunération mensuelle et régulière, l'entièreté de la prime va être refusée comme ne pas étant une charge déductible. Ici, c'est de nouveau une condition tout ou rien. Le fisc a dit, régulièrement veut dire une répartition uniforme au cours de l'année, au moins une fois par mois, veut supposer une périodicité similaire à une rémunération allouée au personnel, ce qui explique d'ailleurs pourquoi c'est une condition qui est supplémentaire pour les dirigeants d'entreprise, parce qu'un employé touche d'office une rémunération mensuelle. Pour un dirigeant d'entreprise, il faut l'assimiler autant que possible à un travailleur. Avant la période imposable, le fisc a dit, ça veut dire que lors de l'Assemblée générale, donc les attributions lors de l'Assemblée générale sont exclues, le tantième n'entre pas donc en vigueur comme étant une rémunération attribuée régulièrement. Et être imputé sur les résultats de cette période veut dire, selon le fisc, que les rémunérations qui sont allouées via le compte courant est insuffisant. Il faut qu'ils soient vraiment être versés aux bénéficiaires. Le fisc a dit, mais il faut en tenir compte dans la crise pandémique COVID-19. Et c'est une circulaire du 14 décembre 2020 où le fisc dit, pour l'année 2020, je reconnais que pour évaluer si les rémunérations sont allouées et attribuées régulièrement et au moins une fois par mois, il ne faut pas tenir compte des mois pour lesquels les dirigeants d'entreprise a cessé de percevoir sa rémunération parce qu'il peut bénéficier de la fameuse droite passerelle de crise. Donc, le fisc dit, si un dirigeant d'entreprise n'a pas touché tous les mois une rémunération parce qu'il a touché son droit de passerelle de crise, on va quand même considérer qu'il a touché une rémunération mensuelle et la condition ne sera pas être censée de ne pas être respectée. Donc, ce qui est bien. Deuxièmement, le fisc dit, mais il faut quand même dire que la droite passerelle de crise elle-même ne sera pas prise en compte pour la règle de 80%. Parce qu'elle n'est pas sur les résultats de l'entreprise. Le droit passerelle de crise n'a pas été octroyé par la société elle-même, non, elle a été octroyée par le gouvernement. Ce qui veut dire que, dans la pratique, la société
aura probablement versé trop de primes pour 2020 parce que le droit de passerelle de crise n'entre pas en vigueur pour le calcul de la limite de 80%. Et donc le fisc dit, et l'excédent de la prime versée en 2020 peut être transféré en 2021 à l'exercice comptable suivant via le compte de régularisation à l'actif charge à reporter. Et pour l'année suivante, elle sera donc prise en compte là en 2021 pour le calcul de 80%. Donc ici, il y a en fait deux tolérances du fisc. Premièrement, on va prévoir donc une exception aux critères de rémunération mensuelle. Et deuxièmement, l'excédent de prime peut être reporté à l'année suivante et donc pour diminuer le DNA de 2020. Même principe, plus ou moins, pour les pensions libres complémentaires des travailleurs indépendants. Donc, comme vous savez, les cotisations pour le PLCI sont considérées comme étant déductibles en tant que frais professionnels dans la mesure où elles ne dépassent pas la cotisation maximale et surtout pour autant que l'affilié est pendant l'année concernée effectivement et entièrement payé ses cotisations sociales dues en vertu du statut social des indépendants. Donc, il faut qu'il ait effectivement payé toutes ses cotisations sociales pour l'année. Comme vous savez, la cotisation maximale est donc établie sur les revenus perçus au cours de la troisième année précédente et avec un maximum de 3 291 euros pour les conventions de pension qui ne sont pas liées à un régime de solidarité et un plafond de 3 786 pour les conventions de pension auxquelles est quand même lié un régime de solidarité. Mais on parle surtout de la condition d'avoir effectivement payé toutes les cotisations sociales pour l'année. Parce que, dans le cadre de la pandémie COVID-19, les indépendants ont reçu un report des paiements de leurs cotisations sociales de 2021 à 2020. Et tout est bel et bien décrit dans cette circulaire-ci du 19 octobre 2020. Donc les cotisations du premier trimestre 2020 et les cotisations de régularisation de 2018 qui arrivent à l'échéance ou qui arrivaient à l'échéance le 31 mars 2020 doivent être payées avec un an de retard, peuvent être payés avec un an de retard, donc avant le 31 mars 2021. Cotisations relatives au deuxième trimestre 2020 et les régules qui arrivent à l'échéance le 30 juin 2020, reportées jusqu'au 30 juin 2021. Troisième trimestre 2020, régularisation 2018 qui arrive à l'échéance le 30 septembre 2020, une année en plus comme les autres, donc le 30 septembre 2021. Et les autres peuvent être reportés jusqu'au 15 décembre 2021. Ce qui est logique qu'il y a eu un report parce qu'en termes de liquidité, ce n'était pas une année très évidente, l'année 2020. Mais le fisc a dit, OK, donc il faut quand même de ne pas punir ces indépendants qui ont profité de ce report via la déductibilité de leur prime PSI. Et le fisc reconnaît donc que si le contribuable a demandé et obtenu le report de paiement, pour les cotisations sociales dues en 2020 jusqu'en 2021, à titre de tolérance administrative ponctuelle, le fisc ne va pas rejeter la déductibilité fiscale des cotisations PSI payées en 2020 pour la seule raison que ce contribuable a fait l'usage du report de paiement. Donc, en conséquence, un contribuable peut quand même prendre fiscalement en déduction ses cotisations sociales pour 2021, même s'il a obtenu un report de paiement pour ces cotisations-là jusqu'en 2021. Pour obtenir la déductibilité des primes PSI pour 2021, il faut donc que le contribuable n'a pas uniquement payé ses contributions pour 2021, mais également les cotisations qu'il a reportées de 2020 à 2021. Ce qui veut dire que cette année, il va donc devoir payer 2 cotisations sociales de 2021 et des cotisations qu'il a reportées l'année dernière. Dans le cas où le contribuable n'a pas payé les cotisations de 2021, ça aura uniquement une conséquence pour ses primes PSI pour 2021 et ça ne va pas remettre en cause la déductibilité des primes qu'il a quand même pu déduire grâce à cette tolérance pour 2020. Donc, ça ne sera pas remis en question par les autorités fiscales.
Voici, mesdames et messieurs, quelques mesures ponctuelles. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez déjà entendu que le gouvernement vient de décider une hausse de l'indemnité pour télétravail jusqu'à 144,37 € pour les 3 mois à venir. Donc, je suis assez convaincu que malheureusement, comme malheureusement la pandémie ne va pas prendre fin ce mois-ci, mais que ça va quand même durer jusqu'à fin de cet été-là, que ce n'est pas exclu que le gouvernement va quand même prévoir des mesures pareilles également pour les cotisations sociales de 2021, par exemple, de pouvoir les reporter à 2022, donc avec des mesures qui sont plus ou moins similaire par rapport à ce qui a déjà été pris. Donc, je suis convaincu que ce n'est pas la fin de l'histoire et je vous conseille donc vivement de suivre bien l'actualité parce que ça change assez fréquemment. Je vous remercie pour votre attention et s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci.